Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo, chers amis auditrices et auditeurs, merci de rester branchés au programme de Top Congo FM et bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin. Vous le savez, l'actualité de cette semaine est restée dominée par la signature de cette charte de l'Union sacrée, mais on a également parlé encore et toujours de cette loi, la proposition de loi sur la nationalité qui continue de faire polémique. Dans ce numéro, nous allons en parler avec Madame Patricia Anden. Elle est cadre d'Ensemble pour la République. Qu'est-ce que l'Union sacrée va apporter de plus maintenant qu'elle s'est organisée? On sait que ça fait presque plus de 2 ans que l'Union sacrée a été créée. Elle ne s'était pas encore structurée de manière formelle. C'est fait avec la signature de cette charte. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Union sacrée? Quel bilan faire de la gestion de la République depuis l'accession au pouvoir du chef de l'État jusqu'à ce jour? On le rappelle qu'Ensemble a été avec l'Union sacrée à ses débuts et a quitté il y a quelques mois avec l'annonce de son président, Moïse Katumbi, qui a annoncé être candidat à la présidence de la République. On va tourner autour de toutes ces questions. Madame Patricia Anden, bonjour. Bonjour, madame. Quelle lecture vous faites de cette charte de l'Union sacrée signée mercredi? Merci beaucoup. Bon, ce que tu vois, vous voyez, dans ces pays, on a toujours vu de choses qui se créent, qui se refondent, qui se reforment. Alors, de la charte telle que présentée, telle que nous avons vue, nous avons lu et tout, nous voyons que cette charte a beaucoup plus des objectifs, purement électoraux. La charte, elle est purement électorale et elle n'est pas républicaine et encore moins démocratique. Cette charte. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi? Qu'est-ce que vous auriez voulu voir dans cette charte qui manque? Ce n'est pas seulement ce que j'aurais voulu voir. Mais quand je fais la lecture déjà de cette charte, la façon dont elle est présentée, nous avons la présidence de la République comme présentée et prise comme haute autorité d'une plateforme. Nous avons le gouvernement représenté par le Premier ministre, les vice-premiers ministres à la Défense, les vice-premiers ministres à l'économie, les 2 présidents respectivement de la Chambre haute et Chambre basse, aussi le secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel, parti au pouvoir. En lisant ce tableau, je vois que l'Union sacrée, l'Union sacrée pour la nation telle que présentée avec cette charte-là n'est pas démocratique. Pourquoi? Mais seulement, elle n'est pas démocratique. Pourquoi? Déjà, ils ont comme une personnalité, un chef de file, qui est une autorité suprême, qui est le président de la République. Et en voyant les personnes telles que représentées, ils ont été récemment nommés. On révise l'Union sacrée, il y a une charte, et les 2 personnes nommées au poste régalien, ils sont repris comme membres du présidium. Alors, c'est fait à dessein? À dessein, je ne saurais pas vous le dire, mais de la lecture que je suis en train de faire, l'Union sacrée me rappelle, moi, l'FCC. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la charte en son article 62, il dit que l'on ne peut pas se détourner de la vision ni de toute forme disciplinaire et que tout comportement ou acte de nature à nuire à l'Union sacrée et à sa haute autorité politique sera tant soit peu rediscuté et tout. En même temps, on dit... Vous êtes à l'article 62. L'article 62. Là où on parle des régimes disciplinaires. Voilà. Alors, moi, je dis que, en tenant compte de cet article, l'effet que cette haute autorité soit omniprésent, tu vois, dans la hiérarchie de l'Union sacrée, remet en question tout caractère démocratique.
Parce que déjà, cet article est repris en tenant compte de personnalités repris au niveau du présidium. Et en même temps, ils sont en train de museler déjà les fonctionnements. Voyez-vous, en son article 7, ils disent clairement qu'ils doivent soutenir et défendre le leadership du président de la République. Et puis, ils disent s'abstenir de toute situation qui pourront compromettre la réalisation de la vision du chef de l'État. Article 7. Tout tourne autour de cette haute autorité. Du coup, l'Union sacrée pour la nation, telle que reprise à travers cette charte, n'est pas démocratique. Elle est juste à caractère électoral. Et du coup, c'est une plateforme électorale qui ne vise que les élections, mais pas les intérêts de la population, les intérêts social et économiques de la population. Vous êtes ensemble pour la République, vous étiez dans l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée s'est écartée de la vision qui vous a été partagée au moment où vous avez été approché pour faire bloc? Merci de cette question, madame. Quand il nous a été demandé d'intégrer l'Union sacrée, nous avons analysé la question, nous avons réfléchi au sein d'Ensemble pour la République. Il y a eu concertation entre les différents organes, entre les différentes personnalités au sein de notre parti. Mais il s'est avéré que nous avons dit nous n'irons pas sans objectif de la population. Nous y avons amené des propositions. Nous y avons amené un planning. Nous y avons apporté un outil de travail pour nous aider à aller de l'avant. Mais malheureusement, le plan tel que proposé n'a pas été pris en compte. Les cahiers de charges proposés par Ensemble pour la République n'a pas été respecté. N'a pas vraiment été respecté. Pourquoi il fallait qu'on respecte seulement ce qu'Ensemble disait alors que dans l'Union sacrée, on avait également les transfuges du FCC qui étaient majoritaires? Tenant compte de tous les transfuges qui étaient repris, Ensemble pour la République avait d'ores et déjà réfléchi à ce qui devrait être fait. Parce que avant que nous ne puissions intégrer l'Union sacrée, il y a eu consensus, il y a eu discussion, il y a eu échange. De ces échanges-là, Ensemble pour la République avait mis en place un cahier de charges qui reprenait les différents objectifs, les différents indicateurs. Mais malheureusement, ces objectifs-là n'étaient pas pris en compte. Comme résultat attendu, on ne l'a pas vu, et comme indicateur, on ne l'a pas vu non plus. Et c'est ce qui a justifié votre départ? Oui, ce qui a justifié notre départ, c'est que nous avons remarqué ce qui a vraiment fait que nous puissions partir, c'est les soucis de la population. Les soucis de cette population qui se plaignait à tout moment. Nous avons vu cette histoire de rame. Cette histoire de rame qui fut un grand problème, un grand souci pour la population et pour le peuple démuni que nous sommes. Ce peuple aujourd'hui, dont on ne sait même pas dire qu'on a 3 rangs sociaux. Il est impossible aujourd'hui de déterminer et de définir les 3 rangs sociaux. La classe moyenne et la classe des défavorisés sont tant soit peu démêlés entre les deux. Vous voyez un peu. Et ce qui était vraiment très difficile à accepter, inacceptable, nous avons dit que, tenant compte de nos objectifs, de la charte telle que proposée et acceptée, nous ne pouvions plus continuer dans cette allure-là, nous ne pouvions plus continuer à cheminer ensemble. Cette charte, la mouture, vous l'aviez déjà avant de quitter? La mouture, elle a été discutée et décidée, en partenariat ensemble, bien sûr. Alors, on l'a proposé comme outil de travail. Quand on propose un outil de travail, on essaie de tirer de cet outil de travail-là ce qui est bon pour le peuple, ce qui est bon pour la nation. Mais en faisant la lecture de la chose, c'est ce qui n'a pas été fait. Raison pour laquelle vous avez vu les différentes démissions au sein du gouvernement, Sama 1, que ceux d'Ensemble pour la République ont dû partir. Ils ont dû démissionner, étant donné que les raisons qui les avaient emmenés au sein de l'Union sacrée, au sein du gouvernement, n'ont pas été respectées et la population n'y a pas trouvé vraiment son compte. Vous ne pensez pas que cette charte, comme présentée,
comme vous le dites, prépare les élections, mais ce n'est pas le projet de société de l'Union sacrée. Pardon? Cette charte, est-ce que c'est le projet de société de l'Union sacrée ou c'est juste un texte qui organise cette plateforme en vue des élections? Madame, quand des hommes et de femmes, de personnalités se mettent ensemble pour discuter de la façon dont ils vont acheminer, alors on s'est dit que dans cette charte-là, il y a toutes les dispositions prescrites. Nous sommes en pleine période préélectorale. Nous sommes en train de préparer les élections. Et quand on met en place une charte pour définir les objectifs qui répond les actions à mener, c'est clair que tout a été défini. Pour vous, rien ne va dans le sens de rencontrer les attentes de la population. Voyez-vous, la politique est un art. Quand nous faisons la politique, quand nous venons dans la politique avec une passion, la meilleure des choses, c'est d'abord tenir compte des intérêts de la population qui nous emmène, tenir compte de la redevabilité par rapport aux institutions et par rapport à la population qui nous y envoie, qui a tant soit peu un œil regardant à travers l'Assemblée nationale. Mais nous en lisant en fait ce qui est repris, il n'y a rien de nouveau. Alors moi je me demande si, tel que cette charte est reprise, s'ils vont vraiment réussir. Et sans oublier que ils y ont intégré les regroupements et partis politiques, qui est dû d'une transhumance. La transhumance politique n'engendre que une autre transhumance. Les mêmes personnes qui furent de responsables au sein du FCC, aujourd'hui, on en retrouve au sein de l'Union sacrée. Bien qu'il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées, qui étaient opposées au pouvoir, aujourd'hui ils font partie de la majorité présidentielle et ils sont là bel et bien. Mais moi je me pose la question de savoir quels mécanismes vont-ils opérer ou organiser pour tant soit peu contourner la transhumance. Parce que si transhumance aura, il n'y aura pas réussite. Parce que quand déjà vous êtes les fruits d'une transhumance politique. Vous faites venir ces acteurs-là qui sont venus, pas avec des objectifs pour discuter autour d'une table, mais pour regagner votre vision et vos objectifs à vous. Demain, ils se diront, tiens, ce n'était pas mes ambitions à moi, ce n'était pas mes objectifs à moi. Voilà ce que moi je voulais et je ne l'ai pas eu. Et à votre avis, pourquoi toutes ces personnes se bousculent aujourd'hui pour faire adhérer à l'Union sacrée? Tout ce qui était FCC hier, il y a encore quelques semaines, on a vu l'ancien porte-parole, pour ne pas le citer, Monsieur Atundu, qui a adhéré à l'Union sacrée. Il y a plusieurs autres cadres de l'ancien FCC qui ont adhéré à l'Union sacrée. Ces personnes-là, il y a encore quelques années en arrière, on les accusait de bloquer le gouvernement en place, de bloquer le décollage même de la vision politique du chef de l'État, de la vision sociale du chef de l'État. Est-ce que avec ces personnes-là qui reviennent, elles ont changé leur vision, elles ont changé leur façon d'être? Est-ce que on peut attendre quelque chose de bon de toutes ces personnes critiquées hier, qui ont perdu la confiance de la population, mais qui aujourd'hui représentent l'Union sacrée? Merci beaucoup de cette question. Vous savez, nous devons être responsables vis-à-vis de la population et vis-à-vis de la communauté internationale qui nous suivent, pour qu'ils ne viennent pas nous pointer du doigt, comme ils l'ont fait récemment. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce que nous disons tout à l'heure. Cette charte n'a pas vraiment prévu de mesures barrières contre la transhumance politique. Tant qu'ils hériteront tout ce qui était du FCC, ils reproduiront les mêmes effets. Qu'est-ce qu'ils ont hérité du FCC? Ils ont hérité du FCC l'organisation, la façon de faire, et la manière d'agir. Vous êtes également ensemble
un regroupement de plusieurs partis politiques. Est-ce que vous êtes différent de l'Union Sacrée aujourd'hui quand vous vous représentez plateforme? En quoi vous êtes différent de l'Union Sacrée? Je dirais que oui, nous sommes différents de l'Union Sacrée. Nous sommes différents. Hormis le fait que vous n'avez pas avec vous les responsables des institutions, mais dans le format, en quoi vous êtes différent? Vous êtes aussi composé de plusieurs partis politiques issus du G7. Vous êtes également composé d'autres personnes qui ont quitté l'Union Sacrée. Certains vous ont rejoint. Vous êtes aussi composé d'autres qui ont quitté le FCC, si je me trompe, qui vous ont rejoint. Vous êtes pareil, non? Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes ensemble pour la République. Nous prenons des valeurs républicaines. Nous prenons des valeurs républicaines et démocratiques. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'Union Sacrée tel que présenté. Ils ont une personnalité, ils ont une autre autorité à la tête et ils ont comme tel que nous avons lu, cette charte-là n'est pas démocratique. Elle est juste électorale. Alors qu'au sein d'Ensemble pour la République, nous mettons d'abord le peuple au centre du changement, au cœur du changement. Vous vous rappellerez que si vous allez même dans le net, vous allez trouver les plans d'action d'Ensemble pour la République avec ces 4 axes d'intervention. C'est la population qui est au centre du changement. C'est avec la population que nous voulons changer les choses. Et Moïse Katumbi, si je puis le citer, le président national du Parti Ensemble pour la République, il vise d'abord les développements de la personne à travers l'autonomisation, à travers plusieurs axes, en tenant compte des objectifs de développement durable. Vous avez dernièrement aussi signé la charte d'ensemble. La charte d'ensemble existe? Ensemble pour la République a un statut. Votre statut, oui. A un statut. Et le statut d'Ensemble pour la République prône clairement l'égalité et l'équité. Vous voulez dire que tous les partis politiques d'hier qui composent Ensemble aujourd'hui évoluent sur le même pied d'égalité? Aujourd'hui, au sein d'Ensemble pour la République, il n'y a qu'Ensemble pour la République. Aujourd'hui, nous parlons que Ensemble pour la République. Nous ne parlons plus de tel ou autre parti, non. Nous sommes aujourd'hui dans l'unicité. Nous sommes aujourd'hui nous sommes Ensemble pour la République et ces différentes personnalités qui avaient rejoint Ensemble pour le changement, aujourd'hui ils sont Ensemble pour la République que Ensemble pour la République. Mais vous allez travailler pour l'élection de votre président national qui a déjà exprimé ses ambitions. Oui, nous allons travailler, il faut dire que nous allons travailler pour les élections des candidats de Ensemble pour la République. Dont le président? Dont les présidents. Qui est déjà connu comme candidat président de la République qui s'est prononcé. Ses ambitions sont connues lors du dernier congrès organisé. Les ambitions du président national sont connues. Il va se présenter comme candidat à la présidence de la République et il sera accompagné de nos candidats que nous sommes en train de préparer au sein d'Ensemble pour la République. Vous étiez il y a quelques mois encore au sein de l'Union Sacrée. Quel bilan vous pouvez faire du gouvernement Sama 1 dans lequel vos membres ont fait partie? Bon, je dirais que dans une institution, il y a de bons, il y a de mauvais. Nous devons toujours tenir compte de la balance. Moi, je parlais plus de la balance sociale. Nous tenons compte de la balance sociale. Vous savez, quand le peuple est au cœur du changement, puisque le peuple doit être au cœur du changement, est soutenu par le principe de redevabilité, ce qui n'est pas du tout appliqué dans notre pays. Alors, comme un indicateur, moi je verrais d'abord la situation sociale, ce qui est vraiment un fiasco énorme. Un fiasco énorme. Le plan était entre vos mains? Les plans étaient entre nos mains. Le transport également? Les plans étaient entre nos mains, le transport également. Nous y avons mis un planning qu'on était en train d'exécuter. Mais quand nous nous sommes retournés vers notre cahier de charge, nous avons vu que ce qui a été prévu dans notre cahier de charge, ce n'est pas ce qui était en train de se faire. Alors, nous sommes retournés au sein du parti, nous avons échangé, nous avons dit que non. Comme que les principes de base n'étaient pas respectés, alors nous pensions mieux nous retirer au lieu de pouvoir continuer.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est tout un gouvernement qui s'est mis aujourd'hui en plateforme électorale et que le danger pourrait être l'utilisation des moyens de l'État pour les prochaines élections? Bien sûr. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça il y a... On a comme l'impression que c'est tout le gouvernement, toutes les institutions aujourd'hui qui représentent, qui sont Union Sacrée. Vous avez peur que les moyens que eux vont mettre pour l'organisation de la campagne des élections proviennent de l'État? Vous savez, quand vous avez derrière vous le peuple, vous ne pouvez pas avoir peur. La force d'un politique, c'est le peuple qui l'encourage, c'est le peuple qui lui dit vas-y, et nous sommes derrière toi. Ensemble pour la République a le peuple avec lui. Et nous n'avons pas peur. Mais seulement, nous avons vu, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, s'il faut copier les actions du passé qui nous ont induits aujourd'hui en erreur, alors les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Pour vous, nous sommes devant le FCC qui a juste changé de nom et de tête. Nous avons devant nous, si je puis le dire comme ça, nous sommes devant un miroir qui a deux tendances en même temps. Nous avons l'image du FCC qui est tant soit peu surplantée par l'image de l'Union Sacrée, qui essaye de faire mieux. En essayant de faire mieux, mais en gardant la même monture. Vous voyez un peu. Vous gardez la même monture, mais vous voulez faire mieux. Mais vous n'avez pas encore commencé à changer, mais vous espérez changer. Là, vous êtes toujours dedans. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, moi je dis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord tenir compte des intérêts de la population, des intérêts socio-économiques de la population, pour descendre encore plus bas, pour renverser la pyramide. En tenant compte des objectifs du développement durable, nous devons tenir compte des intérêts de la population. Les paniers de la ménagère aujourd'hui souffrent. Nous avons vu le 6 avril dernier, les fonctionnaires qui sont en train de crier. Nous avons vu cette grogne de fonctionnaires pour les salaires, l'impayement. Les salaires ne sont pas encore payés jusque-là pour la grande partie des fonctionnaires. Et d'autres salaires, je crois, d'un ou deux mois, ne sont pas effectifs. Les fonctionnaires se plaignent. Et quand les fonctionnaires se plaignent, ça veut dire que c'est la panier de la ménagère qui souffre. Quand les paniers de la ménagère souffrent, c'est toute une nation qui souffre et qui est en péril. Aujourd'hui, quand nous allons dans les différents documents publiés par le PAM, par rapport à la mortalité infantile, par rapport à la famine et à la malnutrition, la RDC est vraiment là, il est vraiment repris sur le miroir. Ça craint cette histoire. Ça craint quand nous faisons la lecture au niveau international et quand nous plaçons la RDC face à cette lecture, face à cette analyse politique internationale et face à cette analyse politique nationale et régionale. Nous voyons que la RDC se retrouve vraiment dans une très mauvaise posture et la personne qui en pâtit, c'est la population. La population, je dirais la population de base, la population qui vit dans les milieux reculés, la population qui constitue aujourd'hui l'électorat, en fait, de ces pays. La personne qui accorde le vote, qui vous accorde la seule arme qu'elle a, l'arme qu'une population a, c'est son voix de vote. Vous pensez que l'Union Sacrée n'a pas rencontré les attentes de la ménagère, les attentes de la femme? Bon, vous savez, quand les ambitions politiques, purement politiques et personnelles, sont liées qu'aux élections, on peut sous-entendre que la population se retrouvera. Mais pour que cette population se retrouve, il faudrait bel et bien qu'il y ait des objectifs bien définis et repris dans ce sens-là. Et quel bilan vous faites de la gestion du président de la République de 2019 à aujourd'hui? Bon, de 2019 à aujourd'hui, moi je crois que pour analyser ces pays, il faut aller en termes de domaine. Il faut aller en termes de domaine. Je verrai ça dans, je crois, 5 domaines. Du point de vue économie, bon, quand je dirais que
on n'a pas vraiment répondu aux besoins majeurs. On me répondra que non, au niveau de l'IGF, il y a eu beaucoup de révélations. Il y a eu beaucoup de révélations. C'est ce qu'on me le dira. Mais dans l'effectivité, c'est pas ce que nous voyons. Dans les concrets, c'est pas ce que nous voyons. Dans les infrastructures, on me répondra qu'il y a eu des routes. Ils me diront que non, Matadi Kibala, on l'a fait dans 2, 3 jours, 5 jours. On me dira que non, vous voyez Elengesa et autres. Mais Elengesa, c'est repris dans une commune. Kinshasa n'est pas la République. Les réalisations faites seulement au sein de la République ne peuvent pas. Il y a plusieurs chantiers quand même ouverts à travers le pays. Il y a plusieurs chantiers ouverts. Il y a plusieurs chantiers ouverts qui nécessitent encore du temps. Mais est-ce que nous avons le temps? Le temps n'est pas notre allié. Aujourd'hui, nous sommes en pleine période en plein processus électoral. Nous avons commencé. Nous sommes dans l'étape de la pré-campagne. On tend déjà à quelques mois des élections. Quand sera-t-il de ces différents champs ouverts, de ces domaines qui ne sont pas encore exécutés? Quand sera-t-il? On a eu 4 ans, 5 ans pour mettre en place toutes ces choses-là. L'économie, les infrastructures, l'emploi, surtout l'emploi de jeunes. On a pris pratiquement 4 ans et demi pour songer à l'emploi de jeunes, pour songer à la participation effective de la femme dans la gestion de la chose publique. Nous disons aujourd'hui que nous sommes à 27%. Non, nous voulons atteindre 30%, mais 30% de femmes par rapport aux femmes. Les 30%, c'est pas ce qui est repris dans la Constitution. La Constitution nous dit équité, égalité. La Constitution nous dit 50%, que nous n'avons même pas encore atteint. Il y a quand même des avancées par rapport à la représentation de la femme. Je suis d'accord, je dis qu'il y a des avancées. Parce que si nous rentrons en 2006, c'est catastrophique. Là, on était rendu à, on avait 11% Matata 1, on a eu 11,2 Matata 2. Vous voyez un peu, quand on arrivait vers les autres Matata, après Matata, nous avons eu Sami Badibanga. Avec Sami Badibanga, on a eu 11,1 je pense, et avec Chibala, on a juste eu 11%. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment eu grand chose. Mais ici, nous considérons et nous acclamons, nous applaudissons, nous accordons des ovations à ces avancées-là. Il y a quand même du positif. Il y a quand même du positif, mais quand on le place sur la balance, c'est pas fameux. Les résultats n'est pas fameux. Les résultats n'est pas fameux. On n'a même pas atteint 40% de la faisabilité. On l'aurait senti. Le peuple d'abord, c'est pas encore le peuple d'abord. On l'aurait senti dans les vécus du quotidien. Le peuple d'abord, pour moi, jusqu'à l'ère actuelle, n'est qu'un slogan. C'est pas le contexte économique mondial qui influe également sur la RDC? Vous savez, on nous parlera du contexte économique. Nous avons toujours vécu dans ce monde. Il n'y a pas de monde. On est d'accord? Il n'y a pas de monde. Nous avons toujours vécu dans ce monde. La République démocratique du Congo a toujours existé. Et puis, les différentes institutions régaliennes, les différentes institutions qui tiennent l'économie et le budget ont toujours existé. Il y a toujours eu des entrées des différentes entreprises et convergé vers. Où en sommes-nous? Nous avons eu une caisse de péréquation. Si aujourd'hui nous pouvons parler de cette caisse de péréquation, je ne pense pas qu'on aura vraiment une très bonne réponse et des très bons résultats. La caisse de péréquation est déséquilibrée. La ville de Kinshasa n'est pas la République. La République, c'est toutes les 26 provinces. Pour vous, tout est concentré sur la capitale et on a tendance à oublier les territoires, les autres provinces. Mais il y a le projet de 145 territoires, le projet de développement. Aujourd'hui, nous parlons d'un projet de 145 territoires. Qui devait être exécuté par votre ministre. Par le ministre Mwando Simba. Alors, nous avons aujourd'hui ces projets. C'est un très bon projet. Hein. Vous savez, quand vous lisez, c'est un très bon projet. Mais seulement, je me dis que les projets de 145 territoires tels que présentés, s'il n'est pas mené, exécuté, avec de bonnes personnes, des bons acteurs, on ne trouvera pas de résultat. Il est important
qui est d'abord de bons gouverneurs, avec de bons collaborateurs, qui ont d'abord, avec souci majeur, l'intérêt de la population, l'intérêt de la République. Voilà. Vous étiez en train de nous faire le bilan. Vous vous êtes arrêté à l'économie et la sécurité. La sécurité, excusez-moi de dire qu'en termes de sécurité, on a des soucis. Pour ne pas employer d'autres mots qui ne seraient pas bien perçus par d'autres personnes. Je dirais que là, on a un souci. Si nous ne pouvons seulement aller là où les bas fait mal, là où ça blesse, là où ça fait mal, là où ça fait pleurer, nous allons à l'est du pays. Nous sommes adversés. Nous sommes en train de subir face à un adversaire qui ne devrait pas être de taille. Mais aujourd'hui, un groupe armé. Avec des alliés. Oui, un groupe armé avec des alliés. On les citera toujours parce que c'est connu aujourd'hui. Avec le Rwanda derrière. Les multinationales, les multinationales. Oui, les multinationales aussi sont derrière. On ne saura pas l'ignorer. Qu'en est-il de cette guerre? Il y a eu autant d'accords signés pour cette guerre. Il y a eu l'état de siège. L'état de siège devrait tant soit peu nous apporter la paix, ne serait-ce qu'à 50%. Mais ce n'est pas l'écho que nous percevons. Ce n'est pas l'écho que l'on reçoit tous les jours. Ce n'est pas l'écho que l'on reçoit. Aujourd'hui, nous avons signé des accords. Nous avons aujourd'hui la force régionale qui est là. Nous avons même signé des accords avec le M23. Pardon, qui n'a pas été respecté. Nous avons pensé, il y a 4 ans de cela, nous avions pensé que le Rwanda était notre ami. Nous avions appelé le Rwanda notre frère. Nous avions pensé que le Rwanda était un frère. Nous avions pensé que l'histoire avait changé. Mais l'histoire n'avait pas changé. Puisque à l'est du pays, il y a meurtre tous les jours. Ce sont de meurtres perpétuels qu'on est en train de vivre là-bas, à l'est du pays. Moi, je dis que la solution pour la sécurité, c'est de réorganiser l'armée congolaise. Ce qui est en train d'être fait. Oui, il faut réorganiser l'armée avec de bonnes personnes. C'est ce qui est en train de faire et c'est ce que je loue quand même. C'est ce qui est en train de faire. Mais il faut bien le faire. Il faut pas seulement faire. Il faut bien faire. À vous entendre, l'Union sacrée n'a pas beaucoup rencontré les attentes de la population, mais on vient de signer la charte pour travailler, pour accorder un second mandat au chef de l'État. Quelle chance ensemble, qui était de l'Union sacrée hier, donne à cette plateforme? Pense-t-il qu'elle va faire long feu? Cette plateforme est électorale. J'insiste et je ne l'arrêterai pas de le dire, elle n'est pas républicaine, elle n'a pas de valeur républicaine, encore moins démocratique. Alors, s'il vise à aller aux élections pour pouvoir faire mieux, moi je dis que Ensemble pour la République ira aux élections pour faire mieux. Qu'est-ce qu'Ensemble propose à la population congolaise? Vous le verrez d'ici peu, vous le saurez d'ici peu. Ensemble pour la République vous fera encore et encore la liste de ce qu'il a prévu pour la République et dans un avenir proche, en tout cas, vous le verrez. Ensemble pour la République, très préoccupé par la proposition de loi modifiant et complétant la loi sur la nationalité. Pourquoi vous vous sentez si touché, si concerné? Bon, vous savez, dans ces pays, les choses changent de fois en mal, si je peux le dire. Vous avez un monsieur, un candidat malheureux de 2018, qui vous propose une loi et qui va chercher l'aval d'un député national pour porter une loi discriminatoire. Une loi qui ne rencontre pas le véritable besoin de la population. Une loi
qui vient distraire la population de ce qui se doit. Une loi qui vient distraire la population du principe de redevabilité dont devait faire face tout un gouvernement. Cette loi vient carrément violer la Constitution. En ses articles 12, 13, et si je puis en lire sur l'égalité et l'équité, et si je puis encore revoir l'article 5, cette loi prive à une catégorie de citoyens les droits d'être élus et d'élire. On parle des fonctions régaliennes. On parle de la présidence de la République et des certains ministères. Mais est-ce qu'on empêche aux personnes nées d'un parent non congolais de travailler pour leur pays? Non, mais madame, quand on dit égalité et équité, ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination. Mais quand vous posez des limites à une catégorie de personnes qui n'ont pas demandé à devenir ce qu'ils sont, qui n'ont pas demandé à devenir ce qu'ils étaient, vous savez, nous sommes des Bantous. Nous avons aujourd'hui des systèmes de valeurs matrilinéaires. Nous avons des valeurs matrilinéaires. Et en progressant, nous sommes africains, nous nous sommes vus imposer des valeurs patriarcat sous forme de mâle alpha, de mâle dominant. Tout en oubliant que nous avons aussi les femmes, nous avons les systèmes matriarcats qui existent aujourd'hui. Les Nécons ne me diront pas le contraire. Les systèmes matriarcats, ça existe jusqu'aujourd'hui dans notre pays. Et alors, qu'en faisons-nous de ces systèmes-là? Rejetons-nous nos us et rejetons-nous ce qui est repris dans le droit coutumière. Bafouons-nous ces droits. Moi, je me dis que cette loi n'engendrera rien de bon. Et puis en plus, cette loi ira loin. Cette loi imposera à la République de pouvoir toucher à la Constitution, de pouvoir violer l'article 220 qui verrouille en fait. L'article 220 verrouille en fait la révision constitutionnelle. Le fait de vouloir toucher la Constitution, de la refuser, ce n'est plus la même Constitution. Ça sera à dire que nous mettrons en place une nouvelle Constitution à quelques mois des élections. Nous mettrons en place une nouvelle Constitution à 6 mois des élections. À quelques mois des élections. Qu'est-ce qui dérange ensemble dans cette loi? Madame, ce qui dérange ensemble pour la République de 1, cette loi, si le président Moïse Katumbi Chapwe ne s'était pas présenté, ne s'était pas proposé comme candidat à la présidentielle, cette loi n'allait pas surgir. Ce sont les ambitions du président Moïse Katumbi qui a fait en sorte que cette loi-là puisse surgir aujourd'hui. Je me rappellerai que à la session écoulée, il a été dit et déclaré que cette loi-là fâchait la Constitution. Cette loi fâchait la Constitution. Mais ce qui m'étonne, cette loi-là est reprise, on la reprend, et cette loi-là est inscrite à l'ordre, parmi les points à l'ordre du jour, seulement pour nuire à la personne de Moïse Katumbi. Mais on oublie, Moïse Katumbi, c'est une personne. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, 20 ans, on ne parlera plus de Moïse Katumbi comme on parle de lui aujourd'hui. Mais l'avenir, nos enfants métis, nos enfants qui sont en train de naître, va-t-on nous demander à un homme ou à une femme de le limiter sur son choix? Il peut être député, il peut être ministre. Non, madame. Non, madame. Cette loi-là vous fera une cascade. Vous fera une cascade sur la discrimination de gérer les différentes institutions. On parlera de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, on parlera de la présidence de la République. Déjà, on parle de la présidence de la République. Ministère de la Défense. On parlera de ministère régalien. Les ministères régaliens. Et du coup, vous serez limité à ne faire que ça. Pendant que vous... Est-ce que pour servir son pays, on doit seulement être
président de la République ou travailler dans les ministères régaliens ou être dans les institutions? Non, madame. La question de cette loi ne part pas vraiment dans cet ordre d'idées. La question de cette loi, c'est nous parlons de la violation de la Constitution. Nous parlons de l'inconstitutionnalité de cette loi. Parce que... Mais ce n'est pas ce que disent ceux qui portent la loi. Hein. Ils disent que, selon l'esprit de cette proposition de loi, certaines fonctions régaliennes dont la magistrature suprême devraient être une exclusivité des Congolais nés de père et de mère. Noël Tchani, lui, souligne que cette proposition de loi ne vise personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est directement visé par cette loi. Madame, je vous dis que nous parlons... Vous et moi, nous avons entendu parler il y a 20 ans de la démagogie politique. Nous parlons de la démagogie politique. Certains politiques dans ces pays sont sans état d'âme. Ne vous laissez pas embarquer dans les pensées d'un politique qui voudrait et qui viole la Constitution. Le secrétaire général de votre parti a d'ailleurs, au lendemain, je crois, de l'alignement de cette loi, fait une déclaration, Dieudonné Bolinguetenge, pour ne pas le citer, a parlé d'une loi non conforme à la Constitution. Et c'est ce que vous soutenez au niveau d'Ensemble pour la République? Bien sûr que nous le soutenons. Mais sur cette même chaise sur laquelle vous vous trouvez, était assise Maître Arlette Odia, cadre du PPRD, il y a une semaine. Elle a soutenu que le FCC, en son temps, avait décidé de retirer la nationalité congolaise à Moïse Katumbi parce qu'elle était tombée sur des indices sérieux prouvant qu'il n'avait rien de congolais. Sa mère était zambienne et son père était d'origine juive, si je ne me trompe pas. Il avait la nationalité italienne également. Qu'est-ce qu'Ensemble peut répondre à cela? Vous savez, on a attribué à Moïse Katumbi plusieurs nationalités, plusieurs identités. Moïse Katumbi est congolais. Moïse Katumbi a acquis cette nationalité, non pas à prix d'argent. Ça veut dire qu'il n'a aucun parent congolais. Attendez, j'en viens, attendez madame. Moïse Katumbi n'a pas acquis la nationalité congolaise à prix d'argent, mais il a acquis des naissances de par sa mère. Moïse Katumbi sa mère n'est pas zambienne? Non. Moïse Katumbi est né d'une mère congolaise de la tribu Yeke. Moïse Katumbi est né d'une mère congolaise et d'un père juif, point barre. Moïse Katumbi est un fils congolais, est un fils du pays. Madame, pourquoi attaquons-nous à un fils qui nous a été donné, un fils qui nous a été né, un fils qui nous promet de faire du Congo un plus beau pays, un fils de la nation qui nous promet d'apporter les changements, de respecter les objectifs du développement durable comme il se doit. Pourquoi mettons-nous des barrières à ces fils du pays qui s'appelle Moïse Katumbi Chapwe? Moïse Katumbi Chapwe est né d'une mère congolaise de la tribu Yeke et d'un père juif. Il a acquis la nationalité congolaise des naissances, telle que les stipule le droit congolais, bien sûr. Moïse Katumbi est né sur le sol congolais. Il l'a de par sa mère et nous n'ignorerons pas les valeurs matrilinéaires. La tribu de sa mère est matrilinéaire? Nous l'ignorerons pas. On reste d'abord dans cet angle-là. Nous ne l'ignorerons pas. Moïse Katumbi est congolais. Il est né sur ce sol de par sa mère qui fut une Congolaise. Alors Moïse Katumbi a le droit d'être congolais. Il a le droit de se représenter dans les différentes fonctions comme il le voudra. Puisque ce pays prend l'équité et l'égalité, Moïse Katumbi est un fils du pays, est un Congolais. Et je dis que laissons à ces fils du pays de se représenter comme il se doit. Alors, pour conclure, madame, que retenir de la charte de l'Union sacrée? Ce que nous retenons de la charte de l'Union sacrée, je ne cesserai de le dire, cette charte telle qu'on fait sa lecture, a des ambitions purement électorales et non républicaines et démocratiques. D'autant plus que elle a à sa tête une autorité qui est le président de la République. Comme on avait Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Il a à sa tête une haute autorité. Une haute autorité.
Et en plus, ils ont le Premier ministre qui en fait aussi partie. Alors moi, je me dis que la charte n'a que des ambitions électorales. Elle n'incarne pas les valeurs démocratiques, encore moins républicaines. Merci beaucoup, Madame Patricia Onden. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio. Vous êtes cadre d'Ensemble pour la République. On a parlé charte de l'Union sacrée, mais également on a parlé de cette proposition de loi sur la nationalité, proposition de loi modifiant et complétant la loi sur la nationalité. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci aux fidèles auditrices et auditeurs d'avoir été nombreux devant vos postes récepteurs et devant notre chaîne YouTube pour suivre cette émission. On vous fixe rendez-vous pour les prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien. Merci de rester branché au programme de Top Congo FM.